Le plus dur dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'avoir une idée. C'est de trouver un modèle qui fonctionne vraiment. Aujourd'hui, tout le monde parle de start-up, de croissance, de levée de fonds, mais la réalité, c'est que beaucoup construisent un produit avant même de comprendre comment faire un vrai business. Alors forcément, au début, on teste, on se trompe, on change de route. Parce qu'être entrepreneur, ce n'est pas juste avoir un cap. C'est aussi accepter de pivoter quand ce qu'on construit ne fonctionne pas. Et quand enfin le modèle commence à tenir, une autre pression apparaît. Comment scaler, lever des fonds, grandir vite, sans casser sa boîte. Mais aujourd'hui, même quand on commence à réussir, une question devient impossible à ignorer. Est-ce qu'un petit entrepreneur peut encore rivaliser face aux milliards investis par les géants de la tech? Aujourd'hui, nous recevons Thibaut Jubin, fondateur de la startup Nectar. Avec lui, on va parler de pivot, de croissance, de levée de fonds, mais aussi comprendre ce qui fait réellement la différence entre une startup qui survit et une entreprise capable de durer. Bonjour Thibaut. Bonjour Tancred. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Thibaut, tu passes 10 ans chez Bouvet Menuiserie, carrière stable, CDI. Puis à un moment, à 35 ans, tu quittes tout. Aujourd'hui, tu diriges Nectar, plus de 5000 clients, top 3 revendeur Nuki en France. Bravo. Nectar, c'est la contraction de Necto, qui veut dire connecté en latin, et Nestor, qui était le domestique dans les aventures de Tintin. Donc dès le départ, en fait, ton idée, c'était déjà une maison plus intelligente et plus assistée. Ouais, c'est ça, la première idée, c'était vraiment de, rendre accessible à tous, techniquement et financièrement, le logement connecté. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie qu'on comprenne un petit peu plus ce que c'est Nectar. Est-ce que tu pourrais nous le pitcher en quelques mots? Et ben, comme je viens de te le dire, c'était pour rendre, plus simple et plus facile d'accès techniquement et financièrement le logement connecté et on a rapidement, évacué tout ça et aujourd'hui, Nectar, c'est vraiment, l'objectif, c'est de mettre en avant tous les objets connectés du quotidien et pour ça, aujourd'hui, on se rend bien compte on est plus propriétaire de sa musique, on n'est plus propriétaire, de ses films, on n'est même plus propriétaire de sa voiture avec le leasing. Et donc aujourd'hui, pourquoi on serait propriétaire des objets connectés qu'on utilise et parfois après qu'on met dans un placard? L'idée, c'est vraiment de basculer de la propriété à l'usage et c'est ce que Nectar veut faire en devenant la plateforme des objets connectés du quotidien. Et donc, c'est quoi le problème principal que vous résolvez Alors Nectar, on est sur la partie, d'utilisation et d'usage des objets connectés. On a vraiment, pour objectif d'accompagner, les particuliers et les professionnels dans un second temps à utiliser ces objets et à ne pas, les laisser, dans leur placard. Après, les objets connectés ont un coût aussi et notre deuxième objectif est de le rendre plus facile d'accès. Thibaut, est-ce que lever des fonds trop tôt, c'est une erreur ou une nécessité? Ça dépend de ta situation, à l'instant T où tu as besoin de lever des fonds. Si tu n'as pas je dirais de coût de vie, au quotidien, tu es jeune étudiant, pas de famille, enfin pas de famille, pas d'enfant, pas de conjoint ou conjointe, c'est un peu plus simple et donc du coup, je pense que tu peux te serrer la ceinture un peu plus facilement et essayer de bootstrapper au maximum et d'avancer sans lever de fonds Mmh. pour, rester propriétaire à 100 de ton idée et de ta société. Dans mon cas, il y a en avançant, comme j'ai pu le faire, on commence à générer des besoins dans l'entreprise, des besoins en fonds de roulement, le BFR pour ceux à qui ça parle et pour ça, il faut à un moment donné, lever des fonds pour pouvoir vivre et mettre à profit toutes ces idées Donc, et c'est la situation qui pousse en fait surtout la levée de ouais, fonds au je début, pense. quoi. C'est vraiment ta situation à toi personnelle au tout début. Être rentable avant de scaler, c'est obligatoire? Je suis pas sûr. Dans notre cas, oui, il faut qu'on le soit parce qu'on est en B2C. On a un modèle qui est quand même aujourd'hui à 80 sur de l'achat-revente. Donc il faut être rentable, avant de scaler. On voit aujourd'hui, des grosses boîtes, comme Alan après, 9 ans ou 10 ans, je sais plus, qui viennent tout juste d'être rentables au mois de mars. Il y a des boîtes qui ne le seront jamais et qui continuent de lever des fonds. On se demande comment elles vivent. Donc ça dépend vraiment de ton modèle et de la récurrence des achats. Mais quand tu es en achat-revente et pas en abonnement, la rentabilité est nécessaire, je pense, ouais. D'après toi, les entrepreneurs, est-ce qu'ils romantisent trop la vie de start-up? Tu as tout un aspect storytelling où, personne n'ira jamais vérifier. Il faut juste pas changer d'histoire parce qu'avec les vidéos et LinkedIn, tout reste en mémoire. Mais il y a tout l'aspect storytelling qui, je trouve, personnellement, est un peu trop fort dans la création des startups. Moi, je vais pas te dire que je suis resté bloqué chez moi et que c'était hyper compliqué et que du coup, j'étais trop content d'avoir trouvé une solution, avec ma serrure connectée pour en sortir. Dans ton Non, garage? non, non. On répond à un besoin, on répond à un marché et je vais pas te raconter, la lune pour ça. Un bon entrepreneur doute beaucoup?
Ah, tu te remets en question tous les jours. Tu te remets en question tous les jours, tu es jamais sûr de ce que tu fais. Tu prends une décision. Un bon entrepreneur, c'est la personne qui, selon moi, prend des décisions. Et quand on prend des décisions, bah, tu jamais vraiment sûr à 100. Tu te remets en question tous les jours. Tu as une phrase, que je trouve, très intéressante sur LinkedIn. Tu dis que être entrepreneur, c'est avoir un cap, mais accepter de changer de route. Mmh, Donc, toi justement, tu as changé de route avec Nectar. exactement. Au début donc, tu fonctionnais surtout sur un modèle, d'achat-revente, ce qui est encore le cas là depuis peu. Donc concrètement, tu vendais des objets connectés, mais à quel moment tu comprends que Nectar doit arrêter l'achat-revente et passer sur un modèle, d'abonnement? En fait, l'achat-revente, c'est un modèle qui nécessite des gros niveaux de négociation et de marge avec ses fournisseurs, niveau de remise. Alors mon passé de directeur achat m'a aidé à négocier des bonnes remises, mais à côté de ça, il faut vraiment, travailler sur chaque petit point, le transport, rien négliger, enfin les emballages, tout doit être travaillé sur l'achat-revente. C'est vraiment un modèle de distribution et en fait, on tire les traits à la fin de chaque mois et on se rend compte que la marge, elle augmente, elle augmente, elle augmente, mais elle n'arrive pas à un niveau où du Mmh. coup, on va pouvoir scaler et arriver à un modèle où on fait de l'achat-revente parce qu'on arrive avec des concurrents qui sont trop forts pour nous. On a en face de nous Amazon, Leroy Merlin, Mano Mano. C'est des concurrents qui vendent des produits, qui n'apportent pas de conseils. Et donc, on s'est dit, comment on valorise le conseil qu'on apporte? Parce qu'avec 30% de marge, c'est super pour vivre. Mais quand tu mets un conseil, si tu passes une demi-heure à conseiller quelqu'un pour la mise en route de sa box connectée que tu as vendu que 100 €, en 30 €, ta demi-heure, tu l'as mangée. Alors l'idée, c'est là qu'elle est venue, c'est de se dire: «Il faut qu'on valorise notre, service, qu'on valorise nos assurances» et donc c'est pour ça qu'on a décidé de basculer à partir de la fin du mois en abonnement, pour accompagner justement notre croissance, et notre marge, du coup, maintenir notre marge et voire à l'augmenter, grâce à ce service. Donc passer d'un modèle, d'achat-revente à un modèle d'abonnement, c'était une question de survie. Ouais, tout à fait. Tu expliques que les gens veulent de moins en moins posséder. Hein, Mmh. tu le disais tout à l'heure, on loue sa voiture, on loue son téléphone, maintenant donc ces objets connectés, grâce à Nectar. Pourquoi est-ce que les gens veulent plus acheter? Je sais pas s'ils veulent plus ou s'ils peuvent plus. En tout cas, je pense qu'il y a une évolution de la consommation qui s'est faite, notamment avec l'évolution des produits. Une voiture, à l'époque, on l'achetait, on l'emmenait jusqu'au bout. Aujourd'hui, une voiture, on l'achète, on a soit envie de changer pour son design tous les Mmh. 2 ans ou tous les 3 ans, soit pour, sa consommation. On fait tellement, d'avancées technologiques sur la consommation, que ce soit thermique ou électrique, qu'on a envie du meilleur et puis la société pousse un petit peu vers ça La et vie a de puis critères en plus maintenant. ouais, voilà, c'est ça, il y a le critère pour venir jusqu'ici, sur Waze, on nous demande si on a bien le pass pour venir, et après il y a ceux qui peuvent pas, mais qui ont l'envie d'avoir des beaux objets et acheter une voiture, 50 000 €. Aujourd'hui, on peut pas, tous le faire, malheureusement et donc du coup, la louer, 300 ou 400 € par mois, certains peuvent le faire. Donc sur les objets connectés, du quotidien, que ce soit pour sa maison, pour faire du sport ou, tout simplement pour sécuriser ses enfants ou, suivre comment, sa santé et son bien-être, ça doit être, selon nous, à la portée de tous et Mmh. pas réservé à une élite. Est-ce que du coup tu penses qu'on va vers un monde où on ne possédera plus rien? Je suis pas sûr. La pierre quand même, le bâtiment reste quelque chose qui est important pour Ouais. qui est important pour, au tout du moins pour les Français. On le voit, hein, aux États-Unis, c'est un peu différent, en Amérique du Nord. Mais nous, en France et en Europe, la pierre, c'est très important. Donc on a besoin de posséder cette pierre. Il y a beaucoup de gens qui sont locataires, mais qui adoreraient être Mmh. propriétaires. Je pense que c'est plus sur les biens de consommation. Comme son nom l'indique, c'est de la consommation. Donc on en vient à utiliser un produit pour son usage et à un moment donné, on n'en a plus le besoin et on rentre dans une économie, et pas une économie circulaire, mais une économie, du D'usage, de reconditionnement, distribution, d'usage ouais. et qui est intéressant de se dire: «J'ai plus le besoin, je le rends à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser ou je le Mmh. revends à quelqu'un d'autre». Là où avant, on n'avait plus le besoin, on mettait soit à la déchetterie malheureusement, soit au fond d'un grenier et ça finissait quand même à la déchetterie dans 2 ans ou 10 ans, quoi. Alors il y a un truc que je regardais, hier, c'était, les robots Optimus de Tesla. Qui commencent à être vraiment super avancés. Elon Musk a annoncé que d'ici 2028, il les mettrait sur le marché, de manière assez massive, dans le monde entier. Aujourd'hui, toi, avec Nectar, tu aides les familles à améliorer leur quotidien avec, une meilleure sécurité, un meilleur confort, pour gérer leur maison intelligemment, en fait, tout simplement. Mais demain,
Si des robots développés par Tesla ou d'autres géants de la Silicon Valley venaient à arriver en France massivement, est-ce qu'une boîte comme la tienne deviendrait inutile? Les robots qui sont aujourd'hui, mis en avant sont des robots, de service, aux personnes. Va faire le robot, en fait, pour le moment, les meilleurs, répètent les mouvements des gens. On peut lui apprendre, à repasser, à sortir la lessive, du Mmh. sèche-linge du lave-linge pour mettre dans le sèche-linge, vider la vaisselle, ranger la vaisselle. Ça peut être tous ces efforts-là, notamment celui d'Elon Musk et on peut faire confiance à Elon Musk pour qu'il fasse ce qu'il dit, parce que c'est souvent ce qu'il réalise. Est-ce qu'on deviendrait obsolète, Nectar? Je suis pas sûr parce qu'on s'attaque à d'autres petits objets. Mmh. Au contraire, je pense qu'on pourrait être, pour le coup, plutôt très, Complémentaire? ouais, très complémentaire et on pourrait vraiment, potentiellement, accompagner à la mise sur le marché en France alors Elon Musk peut-être pas, mais il y a certainement d'autres marques qui vont arriver, asiatiques, à la mise sur le marché en France de ces robots, étant donné qu'on a déjà converti, un peu plus de 2 600 personnes sur la maison, connectées à basculer sur du pilotage à distance. Donc Mmh. on pourrait mettre en avant, ces produits-là et non, je vois plutôt ça comme une opportunité pour nous et de faire entrer dans les têtes des gens qu'il est possible, d'avoir du connecté chez soi et Ouais. ça devient, un objet de consommation de grande consommation. Aujourd'hui, on reste quand même sur alors une niche à 170 milliards € en Europe, mais on Petite reste niche en on reste une faible un faible pourcentage, des Français qui consomment des objets connectés. Et si on voit un petit peu plus large, parce que quand je discute avec, des entrepreneurs, c'est vrai que c'est une crainte qui revient régulièrement. La crainte, en fait, d'être dépassé par les géants de la Silicon Valley, quand en une seule mise à jour, en un claquement de doigts, le produit que tu as mis des mois, des années à construire, en fait, en réalité, il est fait par des grosses boîtes, qui lèvent des milliards tous les ans. Est-ce que tu penses que, aujourd'hui en France, on peut encore construire des entreprises durables? Ou est-ce qu'on est condamné à sillonner entre les géants pour survivre? Je pense qu'il faut ouais, il faut travailler avec eux. Il faut travailler avec eux, nous on a fait l'amère expérience d'avoir développé, une IA en interne, avec une boîte qui s'appelle CrossData Mmh. qui est top et c'était pour, t'aider à choisir tes objets connectés sur internet et avoir la garantie qu'ils soient compatibles entre eux. Telle marque ou telle marque par rapport à ce que j'ai chez moi. Je prends une photo et ça me dit: «Ce volet roulant là, bah, si tu achètes ça, ça va fonctionner, tu vas pouvoir le piloter à distance». Bon, bah, ChatGPT l'a sorti au mois de septembre. Ça Mmh. s'appelle, ChatGPT Shopping Assistant. Nous, on a mis à peu près 11 mois à le sortir. Ça nous a coûté 70 000 €. On a un taux de réponse à 82. Ils ont un taux de réponse à 86. Bon, Ouais. bah, ils sont meilleurs que nous, Bel exemple du problème et du voilà. coup, comment, Je pense il faut pas lutter contre, il faut travailler avec eux et si tu luttes contre, tu es voué à l'échec. Si tu travailles avec eux, je pense que tu peux monter, en puissance en parallèle. On travaille très bien nous avec Alexa et avec, de Amazon et avec les Apple HomeKit et donc du coup on crée des interfaces avec eux, et ça fonctionne bien et effectivement, si demain ils décident de remplacer Lector, ils pourraient le faire en un claquement de doigts. C'est à toi de mettre, le moat, la barrière à l'entrée, sur ton marché et nous, notre barrière à l'entrée, c'est d'accompagner vraiment personnellement les particuliers. Le personnellement, hein, c'est pas forcément un humain, ça peut être, une IA, mmh, mais on a cette connaissance marché locale sur les besoins locaux, qu'aujourd'hui les géants n'ont pas en France et en Europe. c'est pas forcément personnel, mais c'est personnalisé en tout cas. Exactement, c'est le bon terme. Alors si tu le veux bien, on va tester, ton instinct d'entrepreneur. Je vais te donner des situations et tu vas me dire si d'après toi, c'est une situation qui va scaler ou si ça va se casser. OK, Lever avant d'avoir de la rétention, ça scale ou ça casse? ça casse. Pourquoi? Parce que tu pas ta preuve marché, et à moins d'être un super storyteller où du coup tu vas relever une deuxième fois pour un pivot. Mais si tu restes dans ton idée de base et que tu as aucune rétention, pour moi, ça passera pas, ça casse. Construire une communauté avant de construire son produit. Ça peut scaler. Ça peut scaler, on le voit sur certaines marques, plutôt des marques jeunes, Mmh. qui construisent toute leur communauté en disant, en fait, ils sont dans la co-construction du produit parfois et là, c'est super parce que du coup, tu co-construis, tu as déjà de base toute ta communauté qui va acheter ton produit. Mmh. Donc plus ta communauté elle est grande, plus elle Tu va lances le produit puis, plus c'est tu ça, vas OK. fonctionner là-dessus, ouais. Ajouter plein de produits rapidement, C'est pas forcément une preuve, non, ça casse. Non, ça ça casse. casse?
Faire payer rapidement, même avec un produit imparfait? Je pense que ça peut scaler. Ça dépend du produit, mais ça dépend de ta capacité et ta résilience à l'augmenter et à le mettre en comment, le mettre sur le marché très rapidement, c'est top pour scaler et après à toi de l'améliorer. À toi de répondre aux besoins des gens qui ont acheté et donc du coup d'améliorer le service. Je pense que ça passe plus pour le service. Difficile pour un objet qui est déjà posé sur la table dans ton salon. Si tu peux plus l'améliorer, la personne elle l'a acheté, il y a un moment donné, elle va pas le recommander. Super et bah, dans un instant, on va parler justement de pression entrepreneuriale et de vie perso. Mais juste avant, aujourd'hui Nector accélère fort. En 2025, sur l'année entière, tu as fait, 135 000 € de chiffre d'affaires et là, juste sur le mois de janvier 2026, tu as fait, environ 115 000 €. Donc forcément, la pression change. Ouais. Est-ce que honnêtement, tu contrôles encore la croissance ou là, tu cours derrière? Non, non, aujourd'hui, on contrôle pas la croissance sur notre business model, achat-revente, elle est forte et c'est super. On est très content. On a réussi à trouver notre product market fit, comme on appelle ça. On a rencontré notre public depuis le mois d'août, hein. On est au mois d'août, on faisait 1 000 € en ligne. Comme tu dis, au mois de janvier, on fait 115 000 €. Février, mars, avril, c'est un peu différent, c'est pas des mois à promotion, mais Mmh. on est quand même au-dessus des 60 000 € et en fait, en gros, en un mois et une semaine, on a fait plus que l'année dernière et en 3 mois, on a fait plus que les 2 dernières années. Donc effectivement, on contrôle plus et aujourd'hui, on est clairement dépassé par les stocks, par les ventes et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on Ça maintenant te fait qu'on peur? non, bah, non, c'est super agréable, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise, plus et que je reprenne ma casquette de directeur supply chain et logistique que j'avais avant Mmh. pour mettre un peu plus de graisse dans les rouages. Parce que c'est quoi le vrai risque là, aujourd'hui, que tu as devant toi? De pas livrer à temps, de pas avoir les produits et que les clients finalement, annulent leur commande ou nous le renvoient. Donc la Ça c'est logistique. ouais, ça c'est actuellement, c'est la logistique. À partir de quand, d'après toi, une croissance comme ça, parce que là, clairement, on peut parler d'une grosse croissance, à partir de quand est-ce que ça devient dangereux? Quand tu la maîtrises pas, quand, nous là, on est à la frontière. Il a fallu qu'on se reprenne au mois de février-mars pour, accepter, toutes ces commandes et réussir à gérer en temps et en heure et maintenir notre niveau de service. Parce on avait un super service quand on avait, 10-20 commandes par semaine. Quand on en a eu, 350, à gérer en 2 semaines au mois de janvier, il faut qu'on maintienne le même niveau de service. On peut pas, changer notre, niveau de service. Donc, ça, il faut y répondre tout de suite. Il faut s'organiser pour revenir dans les clous et puis surtout prévoir la suite. Ne jamais regarder que ce qui se passe derrière et toujours anticiper, en fait. Mmh. Et maintenant, si on se penche sur, l'équilibre vie perso, vie pro, qui est, un phénomène très à la mode, en ce moment, on en parle beaucoup. Parce que là, on parle business, mais derrière, tu as une vie perso. Ouais. Tu démarres ta boîte, on l'a dit, à 35 ans, avec des enfants. Est-ce que tu penses que tu peux tenir encore 10 ans comme ça? 10 ans à l'intensité actuelle, non, clairement, ça va être trop compliqué, mais l'objectif, il est justement de me rendre le plus disponible possible pour ma famille, dans les années à venir et au fond de moi, l'objectif, il est de sécuriser ma famille. Est-ce que, le business, parfois, prend trop de place, même sur le perso? Tu penses le week-end, tu arrives à gérer les 2? Je vais dire «on» parce que ma femme et moi, on y pense tous les jours. Ma femme travaille avec moi, Mmh. donc en plus, c'est encore un autre cadre. C'est-à-dire qu'à la base, je devais avoir l'idée, comment je devais créer l'entreprise seule et finalement, Leslie m'a rejoint dans l'aventure. Donc ouais, on y pense tout le temps. On s'efforce à pas en parler avec les enfants, quand il y a les enfants, mais effectivement, une fois les enfants au lit, Mmh. on peut facilement se dire: «Ah tiens, tu pensé à ce truc-là parce que moi j'ai zappé» ou donc ouais, on en parle beaucoup, mais on sait que c'est sur une période, on l'espère courte et que très rapidement, on va pouvoir avoir toutes les personnes avec nous pour nous délester un petit peu là-dessus. Super. Et ben, maintenant, je te propose qu'on joue au jeu de la bonne ou mauvaise idée et c'est tout de suite sur l'Arche. Thibaut Jubin, le jeu est simple. Je vais te donner des situations et tu vas me dire si c'était une bonne ou mauvaise idée et pourquoi, tout simplement. Tu prêt? Allez, Lever des fonds avant d'avoir trouvé son vrai modèle économique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? je pense que c'est une bonne idée. Je vais pas te dire le contraire parce que c'est ce que j'ai fait. Pourquoi du coup? Si tu lèves, avant d'avoir trouvé ton modèle économique, normalement, c'est que tu es sur un secteur qui est censé être porteur. C'est que tu as la capacité à convaincre Mmh. des personnes et donc si tu arrives à convaincre des investisseurs et que tu es sur le bon secteur, tu devrais réussir à convaincre des clients de te rejoindre.
ajouter de nouveaux produits parce que c'est des clients qui le demandent? Tout ce qui est c'est une bonne situation. Tout ce qui est, réponse au marché, il faut y répondre. Bonne ou mauvaise idée de faire du B2B et du B2C en même temps? Je pense que c'est une, bonne idée, mais il faut pas le lancer en même temps. Il faut faire des choix et c'est l'erreur que j'ai faite au début, avant le premier pivot. C'est on a voulu être et en B2B et en B2C Mmh. et carrément faire du B2B2C par B2B2C parfois et non, là, c'est trop pour une seule équipe. Il faut d'abord choisir son secteur et là, nous, on a pris B2C pour aller vers ensuite du B2B, dans un second temps, un peu comme a pu le faire Damien Morin avec Mobile Club. Il s'est d'abord focus sur la location mobile pour les particuliers et après il a créé Click pour la location de Mac, d'iPhone et d'autres produits, Apple et Samsung pour les professionnels. Donc stabiliser le premier Ouais, et ensuite passer à la suite, c'est ça. quitter son CDI alors qu'on n'a pas encore de clients. C'est pas forcément une bonne idée, mais il faut prendre des risques dans la vie et je pense qu'un entrepreneur, s'il n'a pas la capacité à prendre ce risque-là quand il est en poste, hein, en CDI, bon, il pourra moins, facilement justement convaincre, je pense, des investisseurs. Mmh. Là, quand tu es dans cette situation-là, c'est simple, tu leur dis: «Nous, on n'a pas le choix que d'y arriver». C'est soit ça, soit j'ai plus rien. J'ai tout mis dans ma boîte, donc je vais y arriver et là, tu as la résilience, la gestion en bon père de famille qui prend le dessus. Donc c'est des points forts pour des investisseurs. Donc voilà, après si tu veux pas lever de fonds, et que tu bootstrap, tu peux créer aussi, demander un temps partiel, Mmh. 1 journée par semaine, 2 journées par semaine, et ça peut être top aussi de commencer comme ça. Parce que ça te permet de tester ton marché, avoir un revenu et puis petit à petit quand tu vois que ça marche mieux, bah, là tu quittes ton ancien patron Ouais. et c'est là que c'est super. Pour des gens qui seraient en poste, des jeunes qui ont 2-3 ans, d'expérience, ils peuvent commencer comme ça. Je pense que c'est certainement la meilleure solution. Travailler avec son conjoint, bonne ou mauvaise idée? Bah, c'est une bonne idée. On se comprend en un regard et donc on avance plus vite, je trouve et on est, surtout quand tu es complémentaires. Nous, on travaille pas du tout sur les mêmes secteurs dans la boîte. Mmh. On n'intervient pas ni l'un ni l'autre sur le secteur de l'un et de l'autre. Donc, il y a pas de risque. Tu me disais même le week-end, c'est des moments où vous pouvez carrément brainstormer, Ouais, ça nous arrive de brainstormer. Là, ce week-end, on est parti chez des amis, au bord de la mer. Tu as 2 heures de route, les enfants qui dorment à l'arrière. Mmh. Bon, bah, c'est 2 heures que tu optimises. C'est Pour finir, bonne ou mauvaise idée, Thibaut, de scaler très vite, même si les process ne suivent pas? Si tu arrives à scaler, c'est forcément une bonne idée. Il faut y aller. Après, ta boîte, elle se crache si tu arrives pas à t'organiser et si tu arrives pas à avoir les personnes pour faire les process, et gérer d'un côté, l'opérationnel et de l'autre côté, prévoir tout de suite, encore le futur. Mmh. Mais c'est forcément une bonne idée. Enfin, si tu scales, faut y aller si tu as réussi. Alors maintenant, on va passer à une, entrepreneur qui veut ton avis. Mais juste avant, tu dis souvent qu'il faut écouter ses clients, mais écouter tous ses clients, est-ce que ça peut pas aussi tuer une boîte? Oui, effectivement, si tu écoutes tous les clients, tu as forcément, certains clients qui vont dire: «Ah mais il faut mieux faire ça, mais moi je fais comme ça, c'est mieux de prendre ce truc-là, celui-là il est Mmh. mieux», on Tu a fais des le tri on comment a du des coup? commentaires, on en a plein. Après tu as toujours une masse qui en ressort. Tu as toujours des idées un peu plus fortes qui en ressortent et il faut écouter en masse quoi, prendre Mmh. l'idée de ceux qui le portent le plus. Si tu as 5 des gens qui te disent que tu ferais bien de référencer ce truc-là parce qu'eux l'utilisent comme ça, c'est que 5 entre guillemets de ton marché. Si tu as 70 des gens qui disent: «Ah c'est dommage, il manque ça» ou tu as 3 étoiles parce qu'ils ont pas réussi à trouver, le service comment faire, tu vas améliorer sur ton service parce que, tu as quand même 60 des gens qui te disent que c'est moyen bien et que tu peux Mmh. faire mieux. Très bien. Tu es actuellement là, Thibaut, en levée de fonds. Objectif 1 million d'euros. C'est ta deuxième tournée. La première, Tout à tu as fait. levé, 300 000 euros. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tu fais moitié-moitié. Tu fais 50 de dilutif et 50 de dette. Ça veut dire quoi ça concrètement? En fait, quand tu, lèves des fonds, tu as plusieurs possibilités de lever des fonds. Tu peux lever des fonds que, en dette bancaire. C'est ce que les gens, connaissent le plus facilement, dans le commun des mortels. C'est d'aller voir son banquier et dire: «J'ai une idée, est-ce que vous me suivez?» Après quoi, en fait? Après voilà, exactement, hein, c'est une dette bancaire, après et il te suit ou il te suit pas. Tu électricien, il va te suivre pour financer ton petit camion et tes outillages pour commencer et il y a besoin d'électricien, donc il prend pas trop de risques.
Dans un mode plutôt start-up ou dans des nouveaux systèmes de consommation, le banquier seul, lui, ne te suivra pas. Donc tu rentres dans le deuxième mode de levée, de financement, je dirais, c'est d'aller faire une levée. Et donc là, dans la levée, tu vas lever du dilutif et de la dette bancaire. Et en fait, le dilutif, c'est quoi? C'est de l'investissement qui vient de personnes privées. Donc ça D'accord. peut venir de tes parents, on appelle ça la love money, de tes amis, mais ça peut venir de business angels, des gens qui ont un peu d'argent, des anciens entrepreneurs ou des gens qui ont un peu d'argent et qui veulent investir dans des sociétés. Et ça peut venir de fonds d'investissement qui, là, eux, gèrent l'argent d'autres, de leurs clients, quoi, en fait, d'autres personnes. Mais pourquoi tu fais pas directement 100% equity et hop, tu sautes la case banque? Alors, en 100 equity, tu peux vite perdre, le pouvoir, dans ta société. Parce que si tu décides, enfin, si tu décides, si tu dis que dans une phase où tu as encore rien créé, tu dis que ta boîte dans quelques années va valoir tant, hein, on va dire, on va prendre un chiffre rond. Dans un an, elle vaut 1 million d'euros, mais j'ai besoin de 500 000 pour y arriver. Ça veut dire déjà que tu vas lâcher 50 de Ouais. ton «capital» entre guillemets, enfin de ta valorisation. Et donc du coup, tu vas donner 50 de 50 de ta valo, contre 50 de ton capital. L'avantage de faire les 2, c'est un peu que tu ménages la chèvre et le chou, hein. Tu vas pouvoir, mettre un petit peu de dilutif, un petit peu de non dilutif, Mmh. et tu utilises, le dilutif en effet de levier pour aller voir les banquiers pour dire: «Regardez, j'ai déjà tant de personnes qui m'ont donné des sous, qui me font confiance parce que j'ai ces atouts-là et qu'ils ont cru dans ce que j'allais faire, et donc ça vous prouve que le marché nous écoute», surtout si dans tes investisseurs, tu as des entrepreneurs de ton secteur. Là, c'est encore mieux dans le premier tour de levée. Et derrière, les banques souvent te suivent un peu plus dans du un pour un. C'est pour ça que 500, 1 000 euros, c'est ce qu'on appelle du un pour un. Mais dans un premier tour, ça peut être du un pour 0,5 souvent. Ouais, OK. Tu as utilisé un outil justement pour cette levée fonds, ça s'appelle les bons de souscription d'actions avec accord d'investissement rapide. Ça doit être imbuvable à comprendre pour ceux qui nous écoutent. Heu, Tout le monde en parle dans l'écosystème, startup, mais c'est quoi exactement ça? En fait, le BSAR, c'est un, je le réduis, Ouais. j'utilise la réduction. Le BSAR, c'est une manière de faire un pacte d'associés plus rapide. Quand tu t'associes ou quand tu vends des parts de ta société à quelqu'un, il est préférable de faire un pacte d'associés. Il est même nécessaire de faire un pacte Mmh. d'associés. Et ce pacte, ça peut être très long de l'écrire pour que toutes les parties autour de la table soient d'accord. Ça peut prendre du temps. On va dire que tu as trouvé quelqu'un qui veut te donner 100 000 euros, une autre personne qui veut te donner 200 000 euros, le tout pour 30 des parts, hein, 10 et 20 toujours avec notre idée d'une boîte qui vaut 1 million d'euros. Ouais. Et bien en fait, ces deux personnes-là, il va falloir qu'elles se mettent d'accord avec toi et qu'elles soient d'accord entre elles pour tous les points et tous les paragraphes du pacte d'associés, de comment vous vous séparez, comment vous répartissez l'argent. Si jamais t'en gagnes, t'as rien fait encore, mais faut Mmh. imaginer plein de choses, c'est hyper Il y compliqué. a un ping-pong de mails, qui C'est peut ça, durer des avec mois. les avocats parfois, enfin. Ouais, Et donc OK. l'avantage du BSAR, c'est que tu rédiges un contrat avec un avocat, mais qui est un contrat très court et qui permet de dire: «Voilà, ma société, dans un an, elle va valoir entre 500 000 et 2 millions d'euros, et valeur médiane, j'estime à 1 million d'euros». Alors quand tu estimes, c'est pas au doigt mouillé, hein. Mmh. C'est tu estimes, avec l'aide de tes experts comptables, de tes avocats, par rapport à ton marché et à ta capacité à répondre aux besoins. Et donc du coup, ce BSR-là, tout d'un coup, tu ne fixes pas la valorisation de ta boîte. Tu dis: «Elle vaut entre tant et tant». Une valo floor, basse, une valo cap, valorisation cap, haute, et une valorisation médiane. D'accord. Et le deuxième avantage, de ne pas fixer, c'est que du coup, tu peux faire rentrer des investisseurs sur la base de ton contrat qui est un mini pacte d'associés, mais tu auras le temps de te remettre d'accord plus tard. Et en plus, tu les auras Mmh. connus, tu auras noué une relation avec eux, et ces investisseurs peuvent te donner l'argent du jour où tu signes le BSAR. Donc Donc on prend l'argent plus vite, c'est ça, on diffère le moment où, on sera tous autour d'une table à réellement valider, à devenir, tous les paragraphes associé. et cetera. Voilà, et donc toi, ça te permet de commencer tout de suite avec l'argent, quoi? C'est ça. En fait, le 1er octobre 2024, j'ouvre mon BSAR, mon contrat de BSAR. Le 2 octobre, j'avais déjà des investisseurs que j'avais travaillé un petit peu avant Ouais. qui signent. Alors comme ils ont signé tôt, ils ont eu une petite offre de remise, on va dire, sur le Mmh. pourcentage d'épargne, on appelle ça un critère de décote, et ils m'ont donné tout de suite les sous. Mais par contre, moi, j'ai mis 5 mois à lever les 300 000 euros. Donc pendant 5 mois, j'ai continué à faire des rendez-vous pour lever des fonds, mais j'avais quand même des fonds qui est arrivé dès le 2 octobre. Mmh. Si j'avais été dans le cadre du pacte d'associés, j'aurais eu tous mes fonds, les 300 000 euros par exemple, qu'au moment où tout le monde aurait signé, peut-être en mars. Donc comment je vis de octobre à mars? Ouais. Comment je fais vivre la société de octobre à mars? Là, on y répond grâce au BSR.
Très bien. Alors Thibaut, maintenant, on a reçu un message de Léa. Léa, qui a fondé, MySafeKey, qui est un porte-clés anti-agression pour les femmes et les personnes vulnérables, dans la rue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a besoin d'argent pour, financer, en fait, la production et la distribution de ce porte-clés et donc voilà, elle sait pas quoi faire aujourd'hui, donc on regarde ça tout de suite. Hello Thibaut, moi c'est Léa. J'ai fondé MySafeKey, un porte-clés anti-agression pour femmes, enfants et personnes en situation de danger, tout simplement, pour pouvoir les accompagner dans leur quotidien en général. C'est un porte-clés qui composé de plusieurs outils, notamment capote de verre, protection de verre anti-soumission chimique, QR code de contact d'urgence, une alarme sonore avec, lampe, torche et le bouton clé que j'ai inventé avec des développeurs en France. C'est un bouton qui fait SMS, appel de SOS et envoi de géolocalisation à des contacts que tu prédéfinis, en un clic et en 3 secondes. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai lancé une campagne de crowdfunding pour, lancer et tester un petit peu mon marché sur Ulule pour le R&D pour la R&D et elle a super bien fonctionné. J'ai décroché beaucoup de partenaires, heu, Contrex, j'ai décroché BNP Paribas grâce à cette campagne. J'ai décroché environ 28 000 €. Mais on se sait, 28 000 €, c'est pas un montant nécessaire et suffisant pour pouvoir vraiment lancer ton business, sachant que rien qu'un prototype coûtait environ, 30 000 €. Donc moi, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu peux conseiller à une personne comme moi qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui a pas forcément de fonds propres, donc qui peut pas forcément aller chercher de l'argent à la BPI ou, qui s'y connaît pas assez pour faire entrer, un business angel, qui serait pas là pour profiter ou tout simplement, s'associer avec, quelqu'un, sans vraiment connaître, ni les valeurs, ni les ambitions, de ce futur associé. Donc la question c'est comment toi, est-ce que tu irais chercher du financement en dehors des subventions? Parce que moi, dans mon marché, il y a pas énormément de subventions. Donc comment toi, tu irais chercher, du financement et comment tu réaliserais une levée de fonds, tout simplement? Alors qu'est-ce que tu fais, si tu étais à sa place là, maintenant? Là, maintenant, je me reconnais beaucoup dans son profil, parce que, on est sur, des marchés où on n'a pas le droit à la subvention, on n'est pas sur de la deep tech, on est sur, des marchés plutôt simples. On répond à un problème, mais c'est un marché simple que les subventions ne soutiennent pas et donc pour, aller chercher des fonds, parce que j'entends son besoin. Pour aller chercher des fonds, je pense qu'on a parlé du BSR tout à l'heure. Elle a un peu de doute, pour, avancer vers un business angel ou 2. C'est pour ça que le BSR permet des petits tickets pour, avancer avec plusieurs, business angels ou investisseurs et pas une personne qui viendrait prendre trop le lead de ce projet pour pas qu'elle perde le Le lead. contrôle, ouais, ouais. Et je lui conseillerais du coup de s'entourer peut-être, pour faire baisser le coût de son prototype qui me paraît assez élevé, hein. Je pense que on peut trouver moins cher pour faire un Mmh. prototype que, elle peut acheter beaucoup de ses produits et vraiment prototyper que le bouton SOS qu'elle a inventé. Et donc je pense que pour ça, elle a peut-être intérêt, à s'associer avec des gens du métier. Avec des gens du métier, tout du moins aller chercher un peu de fonds avant de s'associer, donc en BSR, avec, des gens du métier et pourquoi pas utiliser, les fonds qu'elle a touchés avec Ulule. Alors je sais pas vraiment comment ça fonctionne, si elle les touche avant d'envoyer ou si c'est juste une mise qui est mise sur un compte séquestre. En tout cas, si elle les touche, je vous conseille d'en rentrer la moitié sur ses fonds propres pour justement pouvoir utiliser ses fonds propres pour mettre, la valeur de sa société en avant auprès des banques, et auprès des investisseurs. Et d'après toi, c'est quoi le plus gros danger là, dans cette situation? Si elle va chercher des fonds, qu'est-ce qui pourrait, ou si elle va pas en chercher et du coup peut-être qu'elle va Bah, mourir, enfin le si projet va elle mourir? n'arrive pas à bootstrapper et d'avancer avec les fonds qu'elle a et de financer, les premières commandes, le risque, le danger, c'est que son produit voit jamais vraiment le jour alors qu'il est, il il a un réel intérêt. On le voit avec la campagne Ulule, qui a cartonné, elle aurait de la demande à fond là-dessus. Donc ça, c'est le danger si elle, n'avance pas là-dessus. Après de s'associer avec quelqu'un, je pense qu'elle a plus de craintes qu'elle devrait en avoir,
Il y a des gens bien partout. Il n'y a pas que des gens qui veulent du mal aux jeunes entrepreneurs et qui veulent leur piquer des idées. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi prendre des risques. Donc, faut qu'elles prennent le risque de s'associer et peut-être de le faire d'une manière qui lui correspond plus, en restant bien comment majoritaire dans le projet et peut-être de s'associer avec quelqu'un qui peut faire monter en puissance la production de ces produits. Mmh. Parce que là, c'est quoi la différence entre sa situation actuellement et la situation dans laquelle tu étais toi au début et que tu as levé la première fois? Est-ce qu'elle Je pense peut qu'il y a suivre ton parcours ou au Il y a pas contraire, il y a dans ce pas il y cas, a pas de on n'est pas du tout sur les mêmes marchés, elle crée quelque chose, moi j'ai rien créé du tout. Je répondais plutôt à un besoin. Elle crée un produit quoi, donc il y a elle répond à un besoin oui, elle aussi, répond à quoi? elle répond à un besoin mais comment dire? Moi c'était plus du service que Mmh. j'apportais et elle apporte carrément un super produit. Toi, tu améliores un Donc truc qui existait déjà, exactement. alors qu'elle, elle crée un truc, quoi. Et je pense qu'elle même si on n'est pas dans la même situation, elle pourrait, je pense qu'elle doit, hein, avancer vers une levée de fonds si elle n'a pas le moyen d'avancer sans lever des fonds. Elle a touché au dilutif, après tu as tous les prêts d'honneur. Elle peut regarder pour des prêts d'honneur, mais elle va devoir les rendre, hein. À un moment donné, c'est des prêts d'honneur à 0 Réseau Entreprendre, l'Initiative Anjou. Tous ces organismes-là, peuvent t'aider. Souvent, quand tu es avec ces organismes, tu peux aller aussi, Léa, avec, les banques, une fois qu'il y a les organismes qui te suivent. J'ai vu, qu'elle avait fait beaucoup de concours, qui lui avaient rapporté un petit peu de fonds, mais le concours, va pas, la faire avancer, va montrer ses produits au grand public, mais va pas faire avancer son financement. Donc faut vraiment se focus, je pense, sur les prêts d'honneur, la love money autour d'elle. Ouais. La campagne Ulule, c'était déjà super. C'est un premier point de départ qui est important, mais il va falloir qu'elle livre ses produits Mmh. et Et les BS, derrière, elle peut avancer vers des business angels, que ce soit en mode BSR ou pacte d'associés. Voilà, peu importe le mode de financement qu'elle prend, mais je pense qu'il faut qu'elle aille vite enlever mmh, si elle a vraiment fait le tour de tout le non dilutif qui existe. Si les banques, c'est pas OK, si les prêts d'honneur, c'est pas OK ou elle veut pas y aller, si comment les subventions, il y en a pas, ouais, si elle a tout essayé, il faut d'abord tout essayer en non dilutif mmh. et après OK. on bascule en dilutif. C'est pas fichu, là? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Faut qu'elle par contre, je pense que faut pas qu'elle traîne parce que son produit, la campagne, elle a quelques mois maintenant Mmh. et toute la communication, qui est autour de son produit, faut qu'elle continue de surfer sur cette vague et je pense qu'il faut qu'elle avance et clairement, nous demain le produit il sort, on peut être revendeur de cette solution dans notre abonnement Mmh. sur les produits de sécurité pour les jeunes. On a un pack 16-20 ans sur la sécurité pour les jeunes avec notamment un bouton SOS qui revient un peu à ce que fait Léa, mais on n'a pas tous les accessoires qu'elle apporte. Et il y a d'autres jeunes de l'ESCA, lueurs, qui vont travailler avec nous avec leur détection de drogue dans les verres. Alors, pour Léa et tous les autres entrepreneurs justement qui se reconnaissent dans sa situation et qui nous écoutent, je vais te demander les traditionnelles 3 actions à mettre en place quand on a, justement fait un petit peu le tour de tous les financements qu'on peut avoir, les concours de pitch, les prêts d'honneur, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a 3 choses que tu pourrais nous donner qu'ils peuvent se mettre à faire dès lundi, en fait? Sur le financement. Ouais, pour trouver du financement. Bah, si elle a vraiment, comme on disait, testé tout le non dilutif possible, la première chose, c'est d'écrire un deck et un pitch deck et d'aller voir tous les réseaux de BA et de business angels qui sont dans la région. Donc les business Euh, angels en premier. Ouais, les Ouais. business angels en premier ou son entourage si elle connaît des gros entrepreneurs. Mmh. Tu pas obligé d'aller voir des business angels. Tu peux créer la vocation de business angel auprès d'entrepreneurs qui ont revendu leur société, hein. Il faut savoir qu'un entrepreneur qui revend sa société, pendant 12 mois, il peut réutiliser l'argent de la vente de sa société et le réinvestir sans être imposé dessus. Mmh. S'il le réinvestit pas, il est imposé dessus. Donc Tu un momentum là où tu peux voilà, aller, un momentum au où tu business angel,
qu'ils sont ou Peuvent devenir. qui peuvent le devenir, ouais. Tu peux aller voir là, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est jamais arrêter, je pense, les concours de pitch et à chaque niveau, hein. Tu as Mmh. Pitch for Money pour un peu plus le démarrage, qui est un super truc de la CCI dans le Maine-et-Loire. Mais après, tu peux avoir Star West au niveau régional, et puis tu as des concours de pitch à Vivatech également à Paris, ou même au niveau international à Slash en Norvège, qui a un super salon pour aller chercher. Donc je pense que la deuxième étape, c'est vraiment de rester dans cet environnement, cette sphère entrepreneuriale, et de continuer à porter ton projet et en parler à tout le monde. Il faut vraiment que ton D'accord. projet il soit connu par tout le monde, parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui sera touché par ton projet Mmh. et qui aura peut-être envie investir dedans. Donc une Et pierre deux coups, tu peux gagner le prix du concours, ouais, plus trouver quelqu'un dans la salle qui remet au pot, quoi? bah, par exemple, Pitch for Money, il y a pas de prix de concours. Tu pitches Ah, devant OK. 60 investisseurs. Et en fait, derrière, ces 60 investisseurs prennent rendez-vous avec toi ou pas, Mmh. et pour répondre à ton besoin qui était: «Je veux X euros pour X % de ma boîte», quoi. Et donc, s'il y a une dernière chose à tenter? Donc on a fait les BA, on a fait les concours de pitch. Derrière, je pense que c'est un peu tôt, c'est les VC, les fonds d'investissement. Peut-être, il y a des fonds qui existent, c'est un produit qui est, même s'il n'est pas exclusivement féminin, il est orienté plutôt sur le public féminin. Et il y a des fonds qui sont vraiment orientés sur la sécurité, sur l'émancipation de la femme dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et donc je pense elle peut vraiment pousser la porte de ses fonds, même si elle est en early stage. Elle peut pousser la porte de ses fonds. Là où moi, je me prendrais un mur, parce que Mmh. on est sur quelque chose de basique. Et, Ouais, et donc, du coup, on rentre pas dans les cases de ces fonds-là. super. Bah, écoute, merci beaucoup Thibaut, Jubin de nous avoir rejoints. Si vous voulez suivre son aventure, n'hésitez pas, on mettra, tous les liens de Thibaut dans la description. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te suivre, enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, certainement un bon lancement des packs d'abonnements et des abonnements qui se lanceront à la fin du mois de mai, et voir comment on arrive à pivoter sur ces nouveaux produits, comme on a su pivoter au mois d'août dernier sur les produits en vente directe. Super. Et ben écoute, merci beaucoup Thibaut. Merci à toi, Tancred.